Nous allons commencer la première des sessions que le professeur Alvin Goldman a bien voulu nous faire l'honneur d'accepter cette année. Quelques mots de présentation d'Alvin, même s'il est suffisamment connu de tous pour que ces mots soient un petit peu inutiles, mais enfin, je vais quand même avoir le plaisir de le faire. Alvin Goldman est Board of Governors Professor au département de philosophie et au Centre de sciences cognitives de l'Université de Rutgers, dans le New Jersey. Après avoir enseigné longtemps à l'Université de Tucson, en Arizona, il est l'un des principaux philosophes de la connaissance contemporain et son œuvre a influencé et continue d'influencer la plupart des discussions dans de nombreux domaines de la philosophie. Dans les années 1970, il était impossible de travailler en philosophie de l'action sans avoir lu son An Essay on Human Action, 1970. Depuis 3 décennies, quiconque prétend travailler en philosophie de la connaissance et en philosophie des sciences cognitives doit maîtriser ces articles classiques comme What is Justified Belief, traduit en français, et ses grands livres Epistemology and Cognition, 1986, Liaisons, 1996, Pathways to Knowledge, 2002, et Simulating Minds, 2006. Alvin Goldman défend en épistémologie le fiabilisme, thèse dont l'origine lointaine se trouve chez Frank Ramsey, mais qu'il a considérablement développée et selon laquelle nos croyances sont justifiées quand elles sont le résultat de processus causaux fiables. Sa pratique de la philosophie est étroitement liée aussi aux sciences cognitives. Il défend ainsi une version de la théorie de la simulation mentale en philosophie de la psychologie et un naturalisme sophistiqué qui fait une place importante à la dimension normative du savoir. Mais Alvin Goldman ne s'intéresse pas seulement à la cognition et à la connaissance individuelle, il est aussi l'un des fondateurs d'une discipline en plein essor, l'épistémologie sociale, qu'il a défendue et illustrée dans son grand livre de 1999, Knowledge in a Social World, et dans sa récente anthologie qu'il a composée avec Dennis Whitcomb, Social Epistemology, et ainsi que par les travaux de la revue qu'il dirige, Épistémé. L'originalité de son œuvre, ici, tient au fait qu'il défend le véritisme, en d'autres termes, l'idée selon laquelle, aussi bien sur le plan individuel que social, la connaissance doit avoir pour visée le primat de la maximisation des croyances vraies. Ses intérêts s'étendent à de très nombreux sujets comme le droit, l'Internet, les médias et la philosophie politique. C'est à cette partie de son travail que sont consacrées les 2 conférences qu'il a bien voulu nous faire l'honneur de donner aujourd'hui et le 19 mars prochain, répondant ainsi à l'invitation conjointe de la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance et de l'Assemblée des professeurs. Au nom des professeurs du Collège de France et en mon nom propre, je tiens à lui dire à quel point nous sommes heureux qu'il ait accepté notre invitation, et c'est avec autant de plaisir que d'impatience que je lui laisse donc sans plus tarder la parole. Alors, je suis très content de recevoir cette invitation par le professeur Tiercelin et l'Assemblée des professeurs pour présenter deux conférences ici sur les sujets de l'épistémologie sociale. Mais n'avez
pas pour, je ne parlerai pas français. So I'll continue in English. Très bien. Donc, le sujet de notre conférence d'aujourd'hui a été, d'une certaine manière, annoncé comme traitant d'épistémologie sociale. Mais vous allez constater qu'il existe plusieurs branches dans l'épistémologie sociale, et la branche dont je vais vous parler aujourd'hui et le sujet spécifique de notre conférence aujourd'hui est différent de ce qui a été annoncé. Mais j'espère que ça n'en sera que plus intéressant. Donc, j'ai procédé à une taxonomie de l'épistémologie sociale contemporaine et je ne vais pas essayer de vous présenter un panorama historique ni les relations entre l'épistémologie sociale contemporaine et les mouvements historiques. Cela ferait l'objet d'un autre projet qui durerait 2 conférences. Donc je vais vous présenter la vision de l'épistémologie sociale que j'ai, moi, de mon point de vue, puis nous allons parler de ce que disent divers auteurs et des réponses que je peux y apporter. Donc, pour moi, l'épistémologie sociale se divise en 3 branches. La première, c'est l'épistémologie sociale interpersonnelle, la seconde, l'épistémologie sociale collective, et la troisième, l'épistémologie sociale institutionnelle. Donc, le sujet qui vous a été annoncé pour aujourd'hui était au sujet de la première branche, l'épistémologie sociale interpersonnelle. Je vais en dire quelques mots, puis je vais vous parler de façon plus approfondie de l'épistémologie sociale collective, à savoir la deuxième branche. Donc, nous allons prendre une perspective plus élargie et voir ce que j'entends par épistémologie sociale interpersonnelle. Ce type d'épistémologie se concentre sur les agents cognitifs individuels ou les agents épistémiques. De tels agents, qui sont étudiés d'une manière générale par l'épistémologie, forment des croyances. Et l'épistémologie traite de la question de savoir quel est le statut normatif de ces croyances. Sont-elles justifiées ou non justifiées? Est-ce qu'elles constituent une connaissance, etc., etc. Donc, ce qui distingue cette branche d'épistémologie sociale, c'est qu'elle s'intéresse aux agents individuels. Alors vous allez me demander où est la partie sociale là-dedans. Eh bien la partie sociale, c'est que ces agents forment leurs croyances en partie sur la base de preuves fournies par d'autres personnes. Donc ce sont des agents qui n'ignorent pas les autres, mais qui forment des croyances qui tiennent compte soit des actions en parole des autres ou par l'état mental des autres, ou des deux. Donc, dans cette branche de l'épistémologie sociale, nous avons des sujets très populaires en épistémologie contemporaine, à savoir le témoignage. Qu'est-ce qu'un témoignage? Eh bien, le mot est utilisé de façon très large ici, pas simplement pour les témoignages devant un tribunal, par exemple, mais pour décrire toute action discursive qui se dirige à des auditeurs. Donc la question n'est plus sur celui qui parle, mais sur celui qui écoute. Lorsque celui qui écoute un témoignage qui est justifié épistémologiquement, on est autorisé à croire le contenu de ce qui est dit par l'orateur. Et c'est en général, nous formons nos croyances sur la base d'un témoignage pris au sens très large. Et donc, un exemple peut-être, si vous écoutez un expert exprimer quelque chose, et que le lendemain vous entendez un deuxième expert exposer ses vues sur un sujet donné, et que ces experts sont en désaccord, parce que quelquefois c'est le cas. Et le problème pour l'auditeur, qu'il soit profane ou romancier, c'est de décider qui mérite le plus ma confiance et tous les processus par lesquels cela va se faire. C'est ça l'épistémologie. Comment est-ce qu'un profane qui ne connaît rien à un sujet va décider de
duquel de ces experts qui ont tous les deux une réputation d'experts, lequel des deux il va croire. C'est un sujet très intéressant, mais ce n'est pas celui que je vais traiter aujourd'hui. Je voulais simplement vous donner une idée du nombre de sujets très intéressants que nous pouvons étudier en épistémologie sociale. Évidemment, pas en 5 minutes, mais je vais vous dire quelques mots sur la première branche et ensuite nous nous intéresserons plus avant à la deuxième branche et ma seconde conférence traitera de la troisième branche. Donc, pour ce qui est de l'épistémologie sociale interpersonnelle, et je sais que le professeur Tiercelin vous a fait une conférence sur ceci il y a quelque temps, c'est le désaccord entre pairs. Vous avez deux agents individuels qui, tous deux, croient quelque chose à partir d'une proposition donnée. Donc, ils ont une croyance partagée à un certain niveau et partagent les preuves sur lesquels ils fondent leurs croyances par rapport à la proposition. Ils partagent ce qui est approprié par rapport au sujet et chacun considère que l'autre a autant de raisons de réfléchir au sujet que lui-même. Donc, ils se considèrent comme des pairs. Mais chacun considère qu'ils ont des croyances différentes. L'un rejette les croyances de l'autre. Si on pense en termes de niveau de croyance, vous allez avoir l'un des deux qui va avoir une croyance à un niveau de 4,5 et l'autre de 8,5. Donc, que doivent-ils faire? Ils sont en désaccord même s'ils partagent les mêmes preuves. Et c'est là le problème du désaccord entre pairs. Encore une fois, c'est de l'épistémologie sociale, selon moi, parce que ce sont les opinions de différentes personnes qui se sont prises en compte et qui sont utilisées comme preuves. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas là le sujet de ma conférence aujourd'hui. Ma conférence aujourd'hui traite de l'épistémologie sociale collective. Et l'idée principale au cœur de l'épistémologie sociale collective, c'est que tout d'abord, il existe des agents collectifs. On ne peut pas traiter de ce sujet à moins de penser qu'il existe des agents épistémiques collectifs. Et qu'est-ce qui fait d'eux de tels agents? Eh bien, l'un des éléments cruciaux, c'est qu'ils forment des jugements et qu'ils sont dans un état de croyance. Donc l'idée d'attribuer une croyance ou d'autres attitudes propositionnelles est quelque chose qu'un certain nombre de philosophes, non seulement en épistémologie, mais également dans d'autres domaines de la philosophie, est devenu très populaire. Mais pour ce qui est d'avoir des croyances, nous disons des choses comme, par exemple, cette équipe de football a toute confiance de gagner son prochain match. Donc on dit que c'est l'équipe et non pas les membres individuels qui composent l'équipe. C'est l'équipe qui a confiance. Ou bien dans un reportage ou dans un rapport d'une commission, par exemple la commission sur le changement climatique. On va lire dans leur rapport que la commission déclare qu'il existe une probabilité de changement climatique dans les années à venir et qu'ils estiment à 80,8%. Et la Commission déclare être certaine de cela. Donc le groupe exprime une conviction par rapport à une proposition factuelle. Et c'est ce que l'on peut appeler une croyance, et c'est pour cela que le mot que je vais utiliser sera le mot croyance. D'autres utilisent le mot jugement. C'est quelque chose qui est exprimé oralement ou qui peut également être exprimé de toute autre manière, et pas forcément oralement. Il existe une thèse philosophique selon laquelle il existe des groupes qui sont dans des états d'attitude propositionnelle. Et c'est quelque chose d'accepté parmi les philosophes. Je vais vous en citer quelques-uns. Margaret Gilbert, Philip Pettit, Michael Brightman, Sorel, etc. Tous
ont accepté cette thèse. Et certains sont plus intéressés par les intentions ou les plans qui sont faits collectivement ou conjointement. Et certains de ces auteurs nous parlent des réintentions, des intentions, donc des intentions à faire les choses conjointement. C'est une partie différente de la philosophie que celle qui nous intéresse. Nous allons parler de certains cas dans lesquels un groupe ou un collectif a une croyance ou forme un jugement de type groupe. Et comme indiqué, du moins dans la parole quotidienne, vous avez des gens qui disent cela et qui, a priori, semblent trouver cela très facile à manier. Les auteurs dont j'ai parlé tout à l'heure n'utilisent pas ce mot. Moi, j'utilise le mot croyance, mais eux attribuent une psychologie au groupe, ou pour le moins à certains groupes. Et la psychologie, cela peut n'être que l'attribution d'états de croyance, d'états de planification, d'états d'intention, etc. Mais il y a d'autres questions métaphysiques qui se posent. Par exemple, quel type d'entités de groupe existent qui sont dans cet état? Certaines personnes font la distinction entre différents types de groupes. Vous avez des groupes quasi sommatifs. Donc, si vous prenez l'ensemble des personnes qui, aujourd'hui, à l'instant donné, se situent à 2 km dans un rayon de 2 km de la rivière Seine et qui n'ont rien d'autre en commun, c'est un ensemble de personnes. Donc on pourrait dire que c'est un groupe, mais ce n'est qu'un groupe sommatif. Vous prenez toutes les personnes qui satisfont à cette description. Il y aura peut-être quelques milliers de personnes, 10 000 personnes, je ne sais pas. Et vous pouvez appeler ça un groupe, mais bien souvent, ce n'est pas le type de groupe qui nous intéresse le plus. Vous avez des auteurs qui sont plus intéressés par des groupes organisés, qui forment des intentions en communiquant les uns avec les autres, des intentions qui ont des intentions d'action commune. Donc, il peut y avoir différentes manières de distinguer les différents types de groupes. Mais pour que le groupe soit intéressant d'un point de vue épistémologique, il faut que ce groupe dont nous parlons soit dans un état qui puisse être considéré comme étant un état de croyance. Maintenant, si l'on parle de l'hypothèse que nous leur attribuons non seulement l'existence d'une entité de groupe, mais également l'état qui distingue ce type d'entité, cela soulève des questions épistémologiques. Mais nous pouvons poser des questions épistémologiques quant au groupe. Et ce, si nous supposons que le groupe a des croyances, parce que les croyances sont a priori des états, les croyances pourraient avoir le même résultat. Et on peut donc poser plusieurs questions épistémologiques à leur propos. Ceci a été très peu débattu et même les plus grands auteurs dont je vais parler maintenant ne parlent pas de manière explicite de ce dont je vais vous parler dans notre conférence aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de l'épistémologie en général, la grande série de questions du point de vue épistémologique qui s'applique au groupe est de savoir si les croyances d'un groupe ont des propriétés habituelles, si ces croyances sont justifiées, garanties ou rationnelles. Ce sont les questions standards qu'on pose en épistémologie individuelle et ce sont les questions que je souhaite explorer plus en détail aujourd'hui en traitant de l'épistémologie sociale. Et bien entendu, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Quelles sont les conditions nécessaires pour que les croyances d'un groupe soient justifiées par opposition à non justifiées. Donc, si vous prenez le statut justificationnel d'une croyance pour voir si elle est justifiée ou non justifiée, alors la question est de savoir qu'est-ce qui détermine le statut justificationnel de la croyance d'un groupe. Et
en lien avec le statut justificationnel des croyances d'un groupe, vous avez celle des croyances individuelles, parce qu'il y a a priori une certaine relation entre les croyances d'un groupe et les croyances de ses membres. Et là, on arrive au point central de notre conférence aujourd'hui. Donc, le traitement des agencements de groupe est celle de List et Petit dans un ouvrage publié en 2011 par Oxford Press et qui s'appelle Group Agency. Il traite de la question de l'existence d'agents de groupe, si tant est que de tels agents existent, et ils étudient et voient si ces agents ont ou non pas, pour eux ils ont, la psychologie pour une attitude propositionnelle. Et ils étudient cela très en détail. En réalité, ils parlent très peu de la question que je vais mettre sur la table aujourd'hui. Très peu d'auteurs se sont penchés sur cette question en réalité. Ils parlent de rationalité et par ce mot, ils entendent cohérence. Et ils parlent de rationalité de groupe, rationalité individuelle. Et cela apparaît comme une contrainte par rapport aux attitudes propositionnelles des groupes. Et l'idée de base, qui a été développée tout d'abord par Petit dans son article de 2003 intitulé « Groups with Minds of Their Own », des groupes avec des esprits à part entière. Donc, il prend la vue philosophique selon laquelle les états mentaux sont des états qui ont des propriétés fonctionnelles et ces propriétés fonctionnelles incluent des propriétés qui sont en lien avec la rationalité. Et si vous comprenez la rationalité épistémique qui comprend la cohérence. Donc, ce qui doit être vrai pour que l'on ait un agent groupe qui ait un état qui soit semblable à une croyance, il faut que cela satisfasse à des contraintes de rationalité. C'est là qu'apparaît le mot rationalité. Mais vous pourriez dire que le traitement de la rationalité ici est au service de la psychologie pour définir une psychologie des agents groupes plutôt au service de l'épistémologie. Et plus particulièrement, bien qu'il parle dans un chapitre intitulé le desiderata épistémologique, et cela ne constitue qu'un chapitre de l'ouvrage, bien que tous les chapitres soient des joyaux, mais je choisis ce chapitre pour en débattre ici. Donc, il n'aborde pas le débat des épistémologistes quand ils parlent des croyances individuelles. Ils pointent une croyance qu'ils décrivent de manière très détaillée et disent « Ok, est-ce que cette croyance est justifiée ou non justifiée ?» Et donc, je vais dire qu'ils parlent d'une croyance spécifique, une croyance particulière, et posent la question de sa justification. Et l'épistémologiste est intéressé sur ce qui fait que cette croyance spécifique est justifiée ou non. Ces philosophes et les théoriciens en théorie politique ne traitent pas de ces sujets. Et d'une certaine manière, si ce que je dis semble critiquer leur travail, ce n'est pas comme si j'étais en position de le faire, parce qu'ils ne posent pas de thèse sur ce sujet particulier. Mais j'affirme qu'il y a 3 branches en épistémologie sociale et que l'épistémologie sociale collective en est une. Et donc, si c'est ma position, et si je dis qu'il existe un domaine d'épistémologie sociale collective, il vaut mieux que ce soit un domaine durable, sinon moi-même j'ai des problèmes. Donc, ce sont là mes problèmes et les problèmes de tous les auteurs, mais bon, je l'accepte et je vais maintenant vous expliquer mon mode de pensée. Donc, sur ce problème essentiel, List et Petit déclarent que certains groupes sont des agents et donc qu'ils ont un état intentionnel. Qu'ils ont des états intentionnels. Et déclarent que ces états intentionnels sont autonomes de l'état de leurs membres.
Donc, l'autonomie de ces agents est ce qui leur fait dire qu'ils ont des esprits propres. Et je vous donnerai des illustrations de cela tout à l'heure. Donc, leur état doxastique est autonome de celui de leurs membres. Ils disent que le groupe prime sur l'individu. Donc, je ne vais pas vous donner tous les détails de leur métaphysique sur les agents groupes, qui est très complexe. Ils font la distinction entre les groupes sommatifs d'un côté. Ils ont décrit 5 ou 6 groupes différents. Ils les distinguent par les relations de primauté redondante, non redondante, de réalisme, etc., etc. Mais je voulais simplement vous donner une idée de ce qu'ils disent. Donc, tout d'abord, l'autonomie des agents groupes est importante pour eux. Et c'est également très important pour moi, dans mon argument. Donc, ce qu'ils écrivent, c'est qu'il faut penser les groupes agents comme des entités relativement autonomes, comme des agents à part entière. Là, ça nous rappelle le titre de l'article de Petit, des groupes avec des esprits propres. Et dans leur introduction, ils veulent faire la distinction entre leur position philosophique et celle de ceux qui, au début du XXe siècle, parlaient des entités groupes qui étaient quelquefois mystérieuses, et eux arguent qu'il n'y a rien de mystérieux sur la métaphysique. Mais ils prennent une citation de l'auteur Sir Ernest Parkin, et bien qu'il soit en désaccord avec le contexte dans lequel il a écrit cette phrase, ils endossent cette phrase en disant « Il existe un esprit collégial, comme il existe un esprit syndicaliste qui existe en même temps que l'esprit séparé des membres de ces groupes. » Donc, si l'esprit du groupe est autonome, les prérequis épistémologiques sur les esprits du groupe doivent être parallèles à ceux que l'on a pour les esprits individuels. Donc, les propriétés épistémiques des esprits de groupe doivent être déterminées par les états et activités du groupe. Et ça, c'est important. Comme la justification au niveau individuel dépend des états internes d'un esprit unique. Et là, sans exclure l'intérêt de l'environnement, mais je ne vais pas m'intéresser à cela. Le problème des esprits de groupe, tel que traité par List et Petit, se concentre sur les relations internes parmi les états du groupe, de l'esprit de groupe. Donc tout cela part des problèmes qui se posent, et quand on parle du problème de prise de décision dans un groupe tel qu'un jury, un comité. Et c'est là quelque chose qui a beaucoup intéressé les juristes, et différents types de paradoxes ont été générés dans ce type de contexte qui amène à l'analyse produite. Donc on pourrait imaginer par exemple un comité composé de 3 personnes. Ce peut être un comité au sein d'une université qui va décider si telle ou telle personne va être nommée à tel poste ou va recevoir sa thèse, etc., etc. Ce sont des questions très factuelles. Est-ce que cette thèse mérite d'être récompensée par le titre de docteur, par exemple? Eh bien, vous pouvez avoir des cas où le groupe doit prendre une décision et doit dire oui ou non, quels sont les faits, etc. C'est le groupe qui doit rendre une décision. Mais quand vous avez un désaccord entre les membres du groupe et que toutes les décisions sont prises par un vote à la majorité, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez plusieurs propositions connectées logiquement sur lesquelles chaque membre a une opinion sur la question finale à laquelle il doit répondre. Donc chaque individu a son opinion, puis vous faites le calcul du vote à la majorité, et il s'avère que par le vote à la majorité, 2 prémices sont acceptées par le groupe, et ces 2 prémices
pris ensemble mène à une certaine conclusion, mais cette conclusion n'est pas acceptée par le groupe. Et là, on a un problème. Qu'est-ce que l'on va dire de l'opinion du groupe? Si vous dites, bon, bah, c'est ce qu'a dit le vote à la majorité, eh bien, là, on part de membres qui sont cohérents et logiques, et on utilise une procédure tout à fait sympathique pour l'agrégation, à savoir le vote à la majorité, mais le résultat peut être incohérent. Donc, il faut bien faire quelque chose, d'une manière ou d'une autre, après avoir analysé ce type de situation, on arrive à la déclaration de certains desiderata. C'est ce que l'on veut qui est important. Et c'est ce qui est traité dans de nombreux articles. Ce qu'il faut, c'est voir quelle est la bonne manière d'agréger les jugements individuels des membres pour en faire le jugement d'un groupe. Et c'est là le problème à traiter. Donc, il faut arriver à une croyance du groupe. Mais comment obtenir cela à partir des membres individuels? Quel doit être le desideratum qui va définir la procédure d'agrégation? Eh bien, il propose des contraintes et prouve par une diversité de théorèmes que tout cela est impossible à satisfaire de manière collective. Donc, il n'y a pas de procédure d'agrégation des jugements qui puisse satisfaire une certaine combinaison de contraintes. Néanmoins, si vous abandonnez certaines de ces contraintes, à ce moment-là, il est possible de trouver une solution. Ce n'est pas impossible. Et cela nous rappelle d'autres théorèmes de l'épistémologie sociale. Donc, en plus de la fonction d'agrégation des jugements, dont je vais revenir, sur laquelle je vais revenir en parlant de agrégation des croyances, parce que ces deux mots apparaissent souvent, mais je vais parler de croyances. Donc, je ne vais pas élaborer plus parce que ce n'est pas le point central que je souhaite adresser, mais ayez ça à l'esprit. Les jugements des groupes sont, d'une manière ou d'une autre, liés au jugement des individus. Néanmoins, quand il parle du groupe et de son côté rationnel, ce qu'ils veulent dire, c'est comment est-ce qu'un groupe est cohérent. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un groupe soit cohérent? Et la rationalité est une évaluation épistémique, non d'une croyance particulière, mais d'un ensemble de croyances pour un agent. Donc, la question est ce qui est vrai au sein du groupe. Et dans ce sens, la rationalité, telle que traitée par ces auteurs, est fonction de ce qui est vrai au sein de l'agent, quand l'on parle de l'agent groupe ou de l'agent individuel. Et c'est très important pour le reste de ma présentation. Donc, voici la première question. Le groupe a une autonomie épistémologique de la même sorte que celle de l'état individuel, selon laquelle chaque individu, ou ce qui fait qu'un individu a des propriétés épistémologiques est vrai pour cet individu. Donc, ce qui s'applique aux individus s'applique au groupe, et donc le groupe doit avoir un statut épistémologique de ses croyances en fonction de ce qui se produit au niveau du groupe. Deuxième question, est-ce que cet état peut exprimer des propriétés épistémologiques particulières? Et c'est là-dessus que nous allons nous attarder. Et est-ce que cela est fait de manière autonome ou non autonome? Et quels sont les critères de justification? Vous avez des critères qui s'appliquent aux agents individuels. Est-ce que cela peut s'étendre aux agents groupes également? Donc, cette causerie va étudier les problèmes qui se posent lorsque l'on fait l'extension des critères qui s'appliquent aux individus aux critères qui s'appliquent aux groupes. Et je vais vous démontrer que les groupes sont essentiellement différents de ceux dont nous ont parlé List et Petit. Donc, prenons ce que disent List et Petit. Le jugement de groupe prime sur les croyances individuelles ou une combinaison de ceci. Et il nous parle également de la fonction d'agrégation des jugements ou des croyances. Donc, c'est une cartographie des croyances individuelles pour arriver aux croyances du groupe. Notez que, tel que traité dans l'ouvrage Group Agency, la fonction d'agrégation des croyances permet d'évaluer la psychologie du groupe, parce que c'est tout ce dont il parle, pas du statut
épistémologique de l'état de croyance spécifique qu'il ne traite pratiquement pas. Donc, nous nous servons de ces fonctions d'agrégation de croyances pour aller plus loin et voir comment le statut des croyances du groupe peuvent émerger. À ce moment, je n'étudiais pas les théories de justification, bien que tout à l'heure nous allons le faire, et nous allons étudier une théorie que j'apprécie particulièrement. Donc, pour l'instant, je vais simplement parler d'une perspective qui est partagée par la plupart des épistémologistes, même s'ils ont des différences par ailleurs. Donc, les individus ont des croyances justifiables du fait d'un raisonnement déductif. C'est notre hypothèse de départ. Donc, pour qu'ils aient des croyances justifiées au niveau de la conclusion, il ne suffit pas qu'ils croient dans les prémices, il faut que ces prémices soient justifiées. Donc l'idée largement acceptée est que l'inférence est un processus qui ne peut pas générer une justification, mais qui ne peut que transmettre une justification. Donc pour qu'on ait transmission de la justification vers une croyance et vers une conclusion, il faut que l'agent commence par avoir une croyance justifiée dans les prémices. Ceci est très important pour l'exemple que je vais vous donner tout à l'heure. Donc, si le groupe n'a pas de croyance justifiée dans des prémices, cela ne va pas aider à atteindre une conclusion justifiée mais même si les membres ont une croyance justifiée. Le groupe ne pourra atteindre une conclusion justifiée à moins qu'il ait une croyance justifiée à partir des prémices en tant que groupe. Et c'est là que si vous avez autonomie épistémologique au niveau du groupe identique à celle que l'on a au niveau de l'individu, regardez, si je dis je suis justifié à croire telle prémisse à croire telle conclusion, pardon, et que vous me dites, OK, mais quelles sont les prémices qui justifient votre conclusion? Et que je vous dis, je n'ai aucune croyance justifiée dans aucune prémisse, dans aucun prémisse, mais tel philosophe en a. Eh bien, moi, ça ne m'aide pas parce que c'est à moi d'avoir des prémices justifiées. D'accord? Donc, la justification pour le groupe devra venir de ses propres croyances et de son statut de justification. Et la question de savoir si le groupe est autonome. Et je vais vous donner un exemple où, en fait, ce sont les croyances des individus qui semblent justifiées. Donc maintenant, je vais vous donner cet exemple. Mais il faut que je vous donne un petit peu d'arrière-plan, un petit peu de contexte. On suppose que le groupe adopte un jugement ou une fonction d'agrégation de croyances. Donc je vais choisir un exemple comme ça au hasard. On va dire que toute proposition sera considéré comme étant cru par le groupe G si et seulement si au moins 60% des membres du groupe G y croient. Donc, il faut que ce soit plus que 50% pour que ce soit une super majorité. Donc, 60%. Donc, tout exemple que je vais choisir pour les fonctions d'agrégation de croyances peuvent poser des questions et List et Petit pourraient remettre en cause ma fonction d'agrégation de croyances. Mais je vais partir d'une hypothèse et je vais utiliser une fonction d'agrégation de croyances. Et s'il y a des objections, eh bien, je vous donnerai un autre exemple. Mais au moins, vous allez comprendre mon exemple. Donc, je vais construire un exemple, une hypothèse, et selon la fonction d'agrégation de fonctions que je viens de vous donner, le groupe va croire dans la proposition Q, mais selon d'autres croyances du groupe, le groupe ne va pas croire dans des prémices. Attendez, j'ai sans doute changé
mes symboles. Oui, je suis passé de Q à T. Excusez-moi, donc il va falloir que vous vous adaptiez. Donc, compte tenu de l'autonomie épistémologique ou de l'intégrité, le groupe ne peut pas croire Q sur la base de la déduction. Malgré cela, donc, je vais construire cet exemple. Donc, les membres du groupe vont, de manière intuitive, soutenir l'idée selon laquelle G est justifié à croire dans Q, même si les croyances justifiées dans les prémices de G ne permettent pas cela. Cas un petit peu bizarre. Donc, voilà notre exemple. Donc, si G, c'est une équipe de gardiens au musée du Louvre. Vous en avez 100. Et ce sont notre groupe, ce sont les agents qui composent le groupe G. Donc, considérez 20 membres de ce groupe. Chacun d'entre eux croit de manière justifiée que quelqu'un est en train d'organiser le vol, que Albert est en train d'organiser le vol de tel tableau. Et par déduction, chacun d'entre eux croit, et ça c'est une quantification existentielle de cette croyance, que l'un des gardes est en train de prévoir le vol du tableau. Et ça, c'était. Donc, la proposition de conclusion a été. Donc, il y en a 20 qui croient cela. Mais les 80 autres membres ne croient pas cela à part d'Albert. Et même si on le leur susurre, ils rejettent cette hypothèse. Donc, c'est quelque chose que le groupe dans son ensemble ne croit pas, puisque nous avons une fonction d'agrégation de croyances. Prenons les 20 personnes qui croient que Albert est en train de prévoir un vol, et dans ces 20, ils pensent que c'est donc le garde qui prévoit le vol. Donc ils croient tous cela. Mais les 80 rejettent l'hypothèse. Enfin, vous avez un autre groupe de 20 qui croit qu'il va y avoir un vol par un gardien, que ce ne sera pas Albert, mais que ce sera Bernard, et les 80 autres ne le croient pas. Et vous avez un troisième groupe qui croit que ce sera Claude, et les 80 autres qui ne le croient pas. Donc, quelles sont les croyances? Vous avez 60 membres du groupe G qui ont croyance dans la proposition de vol, mais qui est justifiée par des prémices différentes. Maintenant, quand j'ai stipulé la fonction d'agrégation de croyances comme étant un seuil de 60%, le groupe, c'est-à-dire 60 membres du groupe croient en T, eh bien, c'est le groupe qui croit en T. Par ailleurs, de manière intuitive, on pense que cette croyance est justifiée compte tenu de tout ce que je viens de vous dire. Donc, vous avez 3 sous-groupes de G qui tous ont des éléments de preuve qui vont prouver la vérité de T et qui donc croient en T sur la base de leurs preuves. Donc, vous avez plus qu'une majorité au sein du groupe G. Et pourquoi ne pas dire du groupe G que par la vertu des croyances de ses membres, le groupe G croit en T. Le groupe G croit en T, selon notre fonction d'agrégation de croyances. Donc, mais ce scénario nous montre un cas où vous avez une justification de croire en la proposition T, mais si on prend les propositions A, B et C, Albert, Bernard et Claude, et je stipule qu'il n'y a pas d'autres prémices qui soient justifiées ici, donc il n'y a pas moyen pour le groupe, partant de ses propres d'avoir une inférence, d'inférer T. Donc si vous pensez que le groupe est une entité autonome dont les justifications dérivent de son état à lui et basées sur la déduction, eh bien cela semble n'être pas vrai dans notre cas. Donc voici un petit diagramme de ce qui est en train de se passer ici. Donc au-dessous de la ligne horizontale, vous avez une description individuelle. Vous avez 20 personnes qui pensent que c'est Albert qui est en train de prévoir le vol. Vous avez 20 personnes qui croient de manière justifiée
que c'est Bernard ou que c'est Claude, mais les 80 autres dans chaque cas ne croient pas A, B et C respectivement. Et 60 qui déduit qu'il va y avoir un vol. Mais maintenant, quel est l'état au niveau du groupe? Eh bien, le groupe G ne croit pas que Albert ait un tel plan. Le groupe ne croit pas que Bernard ait un tel plan, et il en va de même pour Claude. Mais le groupe croit T. Donc, si on regarde l'état du groupe, le groupe ne peut pas être justifié à croire en T. Néanmoins, si vous regardez la situation de manière intuitive, eh bien, il semble que le groupe soit justifié. Si le groupe a une justification quelle qu'elle soit. Autre cas où nous allons parler de la mémoire. Donc, je vous donne un peu de contexte. Une bonne théorie de la justification, selon moi, et j'en ai déjà débattu et je suis sûr que d'autres épistémologistes pourraient avoir des opinions différentes quant à la manière de traiter la mémoire. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose que je crois vrai. Une bonne théorie de la justification doit inclure le rôle de la justification à être préservé dans le temps. C'est ce qu'on appelle la mémoire. Si l'individu S obtient une preuve de T à partir d'une bonne source. Par exemple, si cette source de qualité lui dit que ce restaurant est un bon restaurant. Il peut se souvenir plus tard que tel restaurant est un bon restaurant, mais oublier la source. Tout ce que je sais, c'est que c'est un bon restaurant, mais je ne sais plus qui m'a dit. Donc, je ne peux plus utiliser une preuve, mais je sais que c'est quelque chose que j'ai appris auprès d'une bonne source, une source de qualité. Donc, intuitivement, il est tout à fait plausible de dire que l'on est justifié ici, parce que beaucoup de ce en quoi nous croyons et que nous avons appris il y a longtemps, on ne se souvient plus comment on l'a appris ou sur quelle base. Si vous dites que la préservation des croyances par la mémoire est la seule chose qui justifie une croyance, il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous ne pourriez plus croire. Donc, pour faire court, une bonne épistémologie qui est antisceptique va accepter qu'il y a des choses qui sont acceptées tacitement par les gens et la mémoire est importante. Si à chaque moment, vous savez, la mémoire, c'est connecté à tous les moments dans le temps. Entre deux moments, vous avez des états psychologiques. Et la plupart sont inconscients. Mais la plupart de nos croyances sont inconscientes. Donc, nous avons besoin de moyens pour justifier ces croyances inconscientes et de les conserver dans le temps, de façon à ne pas perdre les croyances à tout moment, tout simplement parce que il est tout simplement plus tard. Donc, si vous croyez en quelque chose maintenant et l'oubliez, et que 2 minutes plus tard vous commencez à ne plus y croire, alors ce n'est pas justifié, ce n'est pas de la connaissance. Donc, vous avez besoin d'une connexion, d'un lien psychologique qui est la mémoire. Et on n'a pas besoin d'avoir une théorie particulière de la mémoire pour défendre ce point. Ça, c'est aux psychologues de nous fournir tout cela. Mais il semble que que cela fasse partie de notre évaluation épistémologique. Et nous savons que la mémoire est importante. Donc, il faut que nous ayons un principe qui autorise la rétention de mémoire d'un moment à un autre. Et c'est ce que l'on appelle la mémoire de conservation. Et on a là un nouveau facteur, c'est que l'agent peut apprendre quelque chose de nouveau
et croire différemment. Mais tant qu'il n'aura pas appris des choses différentes, il continuera à croire de la même manière. Et ce de manière non justifiée, tout simplement parce que il se souvient dans le temps et sans apport d'éléments de preuve et sans apprentissage supplémentaire. Par exemple, si quelqu'un vous dit on vous a donné un médicament pendant le petit déjeuner pour annihiler votre mémoire, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Et on vous a montré un film vous montrant comment la mémoire d'autres personnes a été détruite de la même manière. Et vous convainquez votre auditeur. Et vous avez là un moyen de mettre la mémoire en détresse. Si l'on part du principe que les gens n'ont pas ce genre de preuves, alors à ce moment-là, la conservation de la mémoire persiste et c'est un facteur important. Maintenant, revenons à nos agents groupes. On va prendre le groupe G comme agent épistémique collectif. Un tel groupe est composé de membres et supposons que en T1, vous avez 3 membres individuels, M1, M2 et M3. M1 et M2 forment des croyances qui se justifient, une croyance en P, mais qui est justifiée. Quant au membre 3, il a une croyance en P, mais non justifiée. Tous croient en P, ont une croyance en P, donc on utilise notre fonction d'agrégation de croyances, comme tout à l'heure, et donc G croit en P. Mais et puisque vous avez 2 membres sur 3 qui sont justifiés à avoir cette croyance, alors le groupe est justifié à avoir cette croyance. Mais prenons la question de l'autonomie de ces groupes. Il faut que la décision du groupe ou la croyance du groupe puisse durer dans le temps. Donc, de manière intuitive, ici, il semble plausible et donc, ici, on va parler des tribunaux et des systèmes juridiques. Et on va dire que dans un pays donné, le système juridique n'évolue pas toutes les 5 minutes, même si les juges individuels changent. Et quand vous avez un parti politique qui prend des engagements par rapport à ses électeurs, vous pouvez avoir des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui font partie de ce parti, et vous ne voulez pas que le parti change sous prétexte qu'un membre meurt ou qu'un nouveau membre arrive. Le groupe peut durer dans le temps. Beaucoup de groupes peuvent durer dans le temps. Donc, nous supposons que les membres de notre groupe G vont changer entre T1 et T2. Par exemple, le membre M1 est mort et M4, un nouveau membre, rejoint le groupe. M4 croit également en P, comme les 2 premiers, mais de manière non justifiée, comme le membre M3. Donc, en T2, tous les membres de G croient en P, donc G croit en P. Mais est-ce que la croyance de G est justifiée? Eh bien, au niveau du groupe lui-même, il y a une continuité de croyance en P de T1 à T2. Donc là, on a le principe de préservation et G pourrait donc être un agent épistémologique autonome. Dans la mesure où la croyance de G en P est justifiée en T1, elle doit conserver ce statut. Mais est-ce que c'est correct de manière intuitive? Est-ce que vous diriez de ce groupe en T2 que sa croyance est justifiée? Eh bien, intuitivement, je réponds non. Et cette réponse me semble bonne si l'on passe au niveau des membres et de leur croyance justifiée. Parce qu'au moment T2, 2 des membres du groupe pensent que P est
injustifié, vous avez M3 et M4, le nouveau membre. Donc, au niveau des membres, vous obtenez des résultats différents de ceux que vous obtenez quand vous faites l'analyse au niveau du groupe. Et ici encore, si l'on est au niveau du groupe et que l'on détermine la justification des croyances du groupe, on a un problème. Donc, cela nous présente un dilemme par rapport à la procédure. Mais ma conclusion est que pour avoir une autonomie, quand on exigeait du groupe qu'il ait une autonomie, pose un problème majeur. Mais List et Petit diraient, très bien, donc selon ces théories épistémologiques, on dit que seule la justification est retenue, alors que les croyances sont retenues par la mémoire. Mais là, ce n'est pas du tout par la mémoire. Donc, comment est-ce qu'on présente ce cas où, en principe, on devrait avoir une justification au niveau du groupe? Tout ceci nous pose un autre problème. Si l'on veut que le groupe puisse préserver la justification dans le temps, tout va dépendre de la mémoire du groupe. Mais est-ce qu'il existe une telle chose qu'une mémoire de groupe? Je sais que les gens parlent de mémoire institutionnelle, mais est-ce que c'est là quelque chose qui a un statut épistémologique? On a tous tendance à dire que l'état mental du groupe dérive d'une certaine manière de l'état de ses membres. Mais on ne dit pas que ce soit réductible à cela. L'état du groupe n'est pas réductible à l'état mental des individus. Et je ne sais pas ce que l'on dirait de la mémoire, qui n'est pas traitée du tout. Alors, je ne suis pas en train de critiquer. List et Petit ont fait énormément de choses dans cet ouvrage. Mais c'est un problème pour nous si nous voulons travailler dans le domaine de l'épistémologie sociale collective. Comment est-ce qu'on peut avancer? Alors, on pourrait dire, OK, la mémoire d'un groupe, ce sont les mémoires des individus. La mémoire du groupe, c'est une myriade et la somme des mémoires des membres qui le composent. Mais cela nous traite de l'individualité des mémoires individuelles. Donc cela réduit le social à l'individuel plutôt que de le primer. C'est quelque chose qui serait rejeté par List et Petit. Donc, là, on a un problème au niveau du groupe, puisqu'il semble qu'il y ait des processus psychologiques qui manquent au niveau du groupe, mais qui sont très importants pour le statut épistémique des croyances de certains membres. Maintenant, parlons des problèmes qui découlent de la perception. C'est le même problème pour l'épistémologiste. Et encore une fois, vous pouvez avoir des myriades de solutions qui peuvent s'avérer nécessaires et qui ne sont pas forcément disponibles dès lors que l'on est défenseur de l'autonomie au niveau du groupe. Donc, je vais vous parler de justification sur la mémoire. Cette justification à partir de la mémoire ne peut être transmise qu'à partir d'états stochastiques qui sont eux-mêmes justifiés. Ceci a été déjà débattu par des générations d'épistémologistes. L'inférence n'établit pas la justification, il ne fait que la transmettre. Et comment est-ce que la justification peut être générée au niveau du groupe? Ça, c'est un problème que les épistémologiques appellent la justification au niveau de base. Il est très courant de poser des croyances de base ou des croyances immédiates qui sont justifiées non pas sur la base d'inférences, mais à partir d'autres croyances. Mais comment est-ce que ces croyances émergent? Qu'est-ce qui les justifie? Eh bien, une des raisons, c'est que la perception fait partie du scénario. Donc, d'une certaine manière, les états de perception qui sont les nôtres ou les processus par lesquels nous passons donnent licence à nos croyances par rapport au monde extérieur.
Comment est-ce que cela se passe? Eh bien, cela fait l'objet d'une grande controverse que je ne vais pas aborder ici, mais l'idée générale est acceptée, même si les détails sont très débattus. Maintenant, la question est quel est l'impact au niveau du groupe autonome. Cela semble poser beaucoup de problèmes. Est-ce que les groupes ont des capacités de perception? Ou est-ce que les groupes peuvent avoir des perceptions qui vont primer sur les perceptions individuelles? Les groupes sont composés de membres. Et dans un chapitre, Liste et Petit nous parle des membres comme étant les yeux et les oreilles du groupe. C'est une très très jolie phrase. Je n'ai pas trop compris ce que cela voulait dire dans un tel contexte néanmoins. Donc, nous pouvons essayer d'identifier une perception de groupe qui serait la somme des myriades de perceptions individuelles. Mais ce serait là quelque chose de très réductif et qui n'établirait pas la primauté de la perception du groupe. Néanmoins, vous pouvez avoir des perceptions individuelles très disparates et qui, ensemble, vont composer une perception de groupe. Pour faire ce travail épistémologique, on aimerait penser que la perception du groupe puisse être unifiée, telle qu'est la perception individuelle. Mais est-ce qu'une perception de groupe va nécessiter une communication entre les perceptions des différents individus et comment est-ce que cette communication ne va pas entraîner une fusion des différentes perceptions individuelles? Donc, il est difficile d'avoir une opinion sur une solution qui serait tout à fait satisfaisante. Et c'est un terrain très problématique qui, de mon point de vue, n'aboutit pas, ou pour le moins de ce que je sais. En fait, le problème n'a pas été soulevé. Et la plupart des épistémologies ne parlent pas d'épistémologie collective, et ce n'est pas surprenant. Ok, maintenant permettez-moi de dire 2 mots des théories de l'épistémologie et de la justification. Liste et Petit ont conceptualisé le fait que les agents de groupe ont des attitudes intentionnelles qui ont du contenu, mais jamais ils ne traitent des processus cognitifs qui peuvent relier ces états. Néanmoins, je dirais et j'ai dit que la justification, notamment ce que l'on appelle la justification doxastique, requiert des processus de formation des croyances formelles et des processus qui sont fiables. Dans cet aspect, l'aspect de la fiabilité n'est pas en question ici, mais ce qui est en question, c'est la partie processus. Dans différents articles, ce sujet est traité. Donc, les croyances sont justifiées par des prémices, mais ne sont pas nécessairement justifiées si le processus de justification n'est pas fiable. Donc, là, je voudrais vous donner deux arguments. Le premier est le suivant. Si vous avez tendance à penser, comme de nombreux épistémologistes, que si quelqu'un croit en une proposition et croit également de manière justifiée et croit de manière justifiée aux prémices qui mènent à cette croyance, alors on peut dire que c'est la croyance de l'individu. Eh bien, ce qu'il faut, c'est tenir compte du processus. Vous savez, vous avez des gens qui vont croire que la proposition P est vraie tout simplement parce qu'on a envie qu'elle soit vraie. Je ne sais pas trop comment fonctionne la psychologie, mais on connaît tous ce phénomène, même en s'étudiant soi-même. On espère que quelque chose va se produire et petit à petit, nous finissons par y croire. Mais maintenant, si je sais que c'est par ce processus que vous êtes arrivé à la croyance P, est-ce que je vais considérer que cette croyance P est justifiée? Non. Et même s'il s'avère que vous ayez des prémices
et que la croyance dans laquelle vous croyez est justifiée, peut-être n'avez-vous jamais pensé à ces prémices. Peut-être sont-ils enterrés dans votre mémoire et que vous les avez rassemblés sans jamais vous rendre compte qu'ils menaient à telle proposition. Mais intuitivement, on sait que ce n'est pas une croyance non justifiée. Donc, vous avez là la preuve du fait que le processus de formation des croyances est essentiel pour pouvoir dire si telle croyance est justifiée ou non justifiée. Je vais vous donner un exemple. Donc, on suppose que quelqu'un croit de manière justifiée en deux propositions. Vous avez un prémisse qui est P ou Q et l'autre n'est pas P. Et supposez que vous raisonniez à partir de ces prémices qui sont justifiées et que cela vous amène à la conclusion Q. Est-ce qu'il s'ensuit que votre croyance est justifiée? Pour moi, non. Pourquoi? Parce que peut-être avez-vous raisonné en fonction d'un principe psychologique qui ne va pas satisfaire ce syllogisme. Donc, ici, l'inférence est justifiée. La conclusion Q est basée sur les prémices. Ok, tout va bien. Mais on ne parle pas logique ici. On parle d'épistémologie et de justification. Donc, supposons que quelqu'un ait eu un cerveau un petit peu tordu et n'ait pas le principe de syllogisme et fonctionne selon d'autres principes un petit peu bizarres. Et n'utilise pas donc le syllogisme disjonctif. Donc P est connecté à Q. Et vous pouvez avoir n'importe quelle connexion, cela peut être une connexion conditionnelle, n'importe quelle connexion binaire. Et le cerveau de cette personne est tellement bizarre que quand cette personne voit une proposition qui se présente sous la forme P connecté à Q, et peu importe quel soit le moyen de connexion, et qu'il voit ensuite un autre prémisse non P, il arrive à la conclusion Q. Donc, cette personne arrive à la conclusion Q. Est-ce que cette croyance est justifiée? Selon moi, non. Donc, encore une fois, le processus est important. OK. Et tout ça, ça veut dire quoi? Si la justification du groupe doit être établie au niveau du groupe, il doit y avoir un processus de groupe approprié. Maintenant, si la justification doit être basée sur le raisonnement, qu'il s'agisse de raisonnement déductif ou non déductif, il faudra, en tout état de cause, il faut connaître le processus. Et personne ne parle jamais de cela. Et peut-être pouvons-nous trouver des lieux de démocratie par la délibération où les gens parlent du processus, mais je ne comprends pas, je ne sais pas si ce processus est fiable. Et dans tous les cas, ce sont des problèmes dont List et Petty ne traitent absolument pas et n'essayent absolument pas de donner une théorie. J'ai essayé de parler des problèmes qui sont le plus proches des points que je veux établir, mais eux ne traitent pas de ce problème du processus d'établissement des croyances. Alors ils vont me répondre, oui, mais Alvin, vous partez de votre propre théorie de la justification et après tout, tout le monde n'accepte pas votre position. Je déteste qu'on me dise ça. Mais est-ce que ça ne montre pas qu'il faudrait abandonner votre théorie de façon à ce qu'on ait une meilleure théorie de justification de groupe, de justification pour les groupes sans être coincé par ce problème de processus au niveau du groupe? OK. Alors, à des fins de débat, prenons une autre hypothèse dans la théorie de l'évidentialisme. Et c'est ce que l'on appelle l'évidentialisme mental. Et là, selon ce type de théorie, les processus n'ont aucune importance. Enfin, ils ne disent pas cela exactement, mais ils omettent le processus.
Donc, tout est fonction de l'état mental de chacun. Et là, ils sont très explicites. Donc, les évidences, les preuves arrivent dans le tableau parce que l'état mental est une preuve. Et toutes les épreuves, en fait, apparaissent sous la forme d'états mentaux. Des états de croyance, ou des états de perception, ou des états de mémoire, etc. Bon, là, il y a quelques problèmes dont je traite par ailleurs, mais on va oublier. Et, bien entendu, pour cette approche, il est crucial de dire à quel moment une personne possède un élément comme étant un élément de preuve. Parce que dans cette théorie, on dit qu'une personne est justifiée à croire en P si l'attitude de croyance colle ou est pertinente en fonction de l'état mental, de l'état de croyance de la personne. Donc la perception est l'élément crucial de la théorie. Donc tout épistémologiste étudiant cette théorie doit se poser la question de ce que cela veut dire pour un individu de posséder un élément de preuve. Et quand nous parlons des groupes, qu'est-ce que cela veut dire pour un groupe que de posséder l'article P comme étant un élément de preuve? Et tout ceci est crucial si l'on souhaite prendre ce chemin de l'épistémologie. Qu'est-ce que c'est que la preuve? Eh bien, ce n'est jamais défini que de disposer, de posséder une preuve, un élément de preuve. Mais on va dire que c'est croire en quelque chose qui est justifié et qui est accessible dans un certain sens. Donc maintenant, quid des groupes et des preuves? Quand est-ce qu'un groupe détient la proposition P comme preuve? Eh bien, on nous dit que la rationalité requiert que la croyance soit jugée par la somme des preuves. Donc, quand un individu se pose la question d'une croyance, il va faire la somme de tous ces éléments de preuve. Maintenant, pour un groupe, quelles sont les propositions qui appartiennent à la somme des éléments de preuve du groupe? Ici, vous avez deux possibilités. Il suffit qu'un élément unique du groupe ait des éléments de preuve pour que le groupe reconnaisse P comme étant un élément de preuve. C'est tout ce qui est nécessaire. Si vous avez un membre qui détient cet élément de preuve, c'est tout le groupe qui détient l'élément de preuve. Ça me semble beaucoup trop faible. Supposons que même si le membre est justifié, mais si ce membre ne communique jamais P aux autres membres et le garde par-devers lui, il me semble incorrect de dire que G possède P comme preuve, ni même que P soit disponible à G, si cette proposition P est tenue secrète. Et si l'on et même si le membre partage P en disant qu'elle provient d'une bonne source, vous pouvez avoir d'autres membres qui vont avoir des preuves contraires. Et même si un membre a des preuves, si cette preuve est annulée par les preuves détenues par les autres membres, comment allons-nous faire? Donc, il ne suffit pas qu'un individu possède des éléments de preuve et y croit et soit justifié à y croire. Donc, là, j'introduis une idée qui n'est tout simplement pas débattue dans la littérature et en épistémologie sociale. Donc, qu'allons-nous dire par rapport à la possession d'une preuve pour un agent épistémique collectif? Eh bien, tout simplement, il n'y a pas de précédent pour débattre de ce sujet. Et on ne parle pas non plus de comment ces preuves peuvent être annulées ou défaites. Donc, pour qu'un groupe soit justifié à utiliser P comme élément de preuve, il faudrait que tous les membres aient P comme élément de preuve. Et je ne sais pas si on a vraiment envie de travailler avec une notion si excessive. Donc, les évidentialistes, pour moi, ne sont pas fondés. Et du coup, on repose la question du processus de justification au niveau du groupe. Maintenant, on pourrait dire qu'il y a également, et j'en arrive à ma conclusion, que
l'hypothèse fondamentale de l'épistémologie de groupe peut être remise en question. Donc le modèle pour comprendre les individus au niveau de la psychologie, au niveau des attitudes et au niveau des propositions, qui est une attitude sûre. Et quand on parle des individus comme ayant des pairs, c'est une hypothèse que nous utilisons de manière très courante. Et c'est exactement ce que font List et Petit et ce que font d'autres personnes qui parlent des attitudes propositionnelles des groupes. Ils étendent le modèle des attitudes propositionnelles des pairs et qui sont utilisées dans d'autres domaines de la philosophie. Même si dans ces domaines, on ne parle pas de comportement de groupe. Mais les philosophes, tous les jours, reprennent ces théories et construisent toute une architecture autour. Néanmoins, ce type de modélisation peut avoir des limites, notamment lorsque l'on essaye de l'étendre au cas des groupes, et c'est ce qu'ont essayé de faire List et Petit. Donc peut-être n'est-il pas impossible de modéliser un groupe comme étant un modèle ayant une attitude doxastique, mais ce n'est pas un processus aussi facile que cela, et c'est ce que nous venons de décrire. Donc peut-être avons-nous besoin d'une psychologie différente pour les groupes, psychologie qui doit être développée avant que nous ne soyons en mesure de développer une bonne épistémologie. Mais développer cette psychologie peut s'avérer difficile et toutes ces nouvelles manœuvres pourraient faire l'objet de travaux approfondis. Tout ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que quand on essaye d'étudier l'épistémologie de groupe, et qu'on essaye de le faire en utilisant les outils de l'épistémologie individuelle, en plaçant le groupe comme étant au centre et que l'on utilise le vocabulaire de l'épistémologie comme la justification, et on peut le faire avec d'autres termes, eh bien, il y a des obstacles très, très importants à surmonter. Voilà ce dont je voulais vous parler pour aujourd'hui. Je vous remercie.